c'est passionnant, on va tout vous raconter. C'est parti. Allez. Wow, allez. Voilà, là on est dans le règne de l'infiniment petit, des oxydes de métaux, par exemple, titane, alu ou autres, qui servent et qui sont prisés par les industriels parce que ça sert soit à conserver ou à mieux colorer les aliments, entre autres choses. C'est tellement infiniment petit que ça franchit toutes les barrières de l'organisme. Évidemment, de quoi nous inquiéter. Alors, comment les repérer sur les produits qu'on achète et sur les emballages? Sont-elles vraiment toxiques pour nous? Vos questions par SMS 41 555 ou france5.fr. Et avec nous pour parler de tout ça, Franceline Marano, bonjour. Vous Bonjour. êtes professeure de biologie cellulaire et de toxicologie à l'Université de Paris Diderot. Vous êtes également membre du Haut Conseil de santé publique. Autant dire que vous êtes un ponte. Vous allez nous clarifier tout ça. Madame la ponte. C'est gentil en tout cas de dire cela. Et vous avez Ouais. coécrit un livre Toxique, santé et environnement Oui. de l'alerte Voilà. à la décision. On le voit à l'écran. Patricia Cheropoulos, bonjour. Bonjour. Vous revenez nous voir. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs. Vous avez publié une enquête, nanoparticules dans les aliments, la loi du silence, parce qu'il y aurait une omerta sur le sujet. Vous nous en parlerez dans un instant. Et puis Danielle Lanquetuy, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes agronome, médiateur en environnement, agricultrice et membre fondateur d'Avicenne. C'est une association de veille et d'information sur les enjeux des nanosciences et des nanotechnologies. Vous allez nous aider à y voir plus clair. Alors, la loi du silence qu'on a décidé, nous, à la quotidienne, de ne pas suivre. Et pour mieux comprendre ce que sont ces nanoparticules, regardez ce reportage de Vincent Luquez. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette poudre blanche, vous en mangez régulièrement. E171, c'est un colorant utilisé notamment dans la confiserie ou les pâtisseries. Les chercheurs le connaissent bien sous son autre nom, le dioxyde de titane. Les travaux se sont surtout tournés autour du dioxyde de titane parce que c'est de loin le produit le plus utilisé, sans pour autant qu'il y ait un intérêt autre qu'esthétique et que l'on retrouve de manière ubiquitaire dans notre quotidien, depuis les bonbons, les sauces alimentaires, toutes sortes de confiseries jusqu'aux pâtisseries. Le problème, c'est que cette poudre alimentaire contient des particules extrêmement fines, pas plus grosses qu'un virus. On les appelle les nanoparticules. Nous les consommons, pourtant nous ne savons quasiment rien de leurs effets sur l'organisme. On ne s'est jamais posé la question de la toxicité qui était en rapport avec la fraction nanométrique, nanodimensionnée dans ce produit. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'ANSES et les chercheurs cherchent à apporter le maximum de données sur la véritable danger, si danger il existe à partir d'une alimentation, à partir d'une exposition orale, de cette forme nanométrique. Le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives connaît bien le monde de l'infiniment petit. Ces chercheurs ont découvert in vitro que ces nanoparticules interagissent avec l'intestin lorsqu'on les avale. L'effet que l'on a observé, c'est un effet qui n'est pas un effet toxique massif, c'est-à-dire on n'observe pas de mortalité cellulaire, on n'observe pas de cassure dans l'ADN de la cellule. Par contre, en revanche, on remarque que la cellule est stressée par tout un tas de petits paramètres qui montrent qu'on a des modifications métaboliques. Les effets à l'échelle d'une cellule semblent donc limités, mais impossible aujourd'hui de savoir quelles sont les conséquences sur le long terme et à l'échelle de l'organisme. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'une partie de ces nanoparticules peut aussi franchir la barrière intestinale. Ce qu'il faut rappeler ici, c'est que c'est un modèle in vitro, donc on a utilisé des concentrations très importantes de nanoparticules qui ne sont absolument pas celles que l'on va ingérer tous les jours. Cette petite quantité qui passe, je l'estimerai, sans qu'on l'ait précisément quantifiée, je l'estimerai à 1 ou 2% de la quantité qu'on a mise sur les cellules au départ. Une fois l'intestin franchi, ces nanoparticules se retrouveraient dans d'autres organes. À l'INRA, on a choisi de les traquer dans le système immunitaire du rongeur. Ce que l'on constate, c'est que ces éléments de titane, ici symbolisés par des petits pixels rouges, viennent se loger non seulement à l'intérieur des cellules immunitaires, mais également au niveau de leur noyau. Donc en l'occurrence, cette pénétration de E171, de dioxyde de titane, dans ces cellules immunitaires pourrait avoir un effet néfaste, délétère, et qui se traduirait par un déséquilibre de notre système immunitaire, des qualités de réponse du système immunitaire qui sont déficientes, et poser un problème de toxicité. C'est tout ce qui nous reste à démontrer aujourd'hui. Il reste donc beaucoup à découvrir sur les effets de ces nanoparticules alimentaires. Mais alors, pourquoi sont-elles si peu réglementées ? En 2014, l'Union européenne aurait dû imposer un étiquetage avec la mention nano pour les produits concernés. Mais la Commission voulait exclure de cette mention certaines nanoparticules utilisées depuis longtemps, comme notamment le dioxyde de titane. Le Parlement a rejeté ce premier texte. Certains eurodéputés y voyaient l'influence des industriels. Qui a intérêt à ça?
On voit bien, c'est les grands groupes. On voit Mars et un certain nombre de grands groupes qui font des produits transformés ou de la confiserie ou autre chose. Mais c'est absolument quand même scandaleux. Et je suis sûr qu'effectivement, si sur les M&M's, sur les Hollywood Chewing Gum, il y avait marqué Nano à côté de ce sigle que personne connaissait avant que je le mette sur le devant de la scène, E171, c'est clair que les gens y regarderaient à 2 fois. José Bové va plus loin. Il appelle au boycott de ces produits dont la nocivité pose question et qui n'ont d'autre intérêt que de colorer les aliments. Ça commence à bien faire quand l'industrie impose une technologie. On est dans l'emballement technologique. On sait le faire, donc on le fait. Pourquoi? On verra après. Ben non, ça ne va pas marcher comme ça. C'est inacceptable qu'on prenne les gens pour des cobayes. Et on n'est pas non plus des paillasses de laboratoire. Contactés, les industriels concernés esquivent. Je voulais savoir si Mars s'exprimait sur le sujet des nanoparticules. Je crois qu'ils ne répondent pas aux demandes de tournage comme ça. D'accord. On vous rappelle tout à l'heure ou plus tard lundi. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Personne ne nous a jamais rappelé. Pour avoir un étiquetage clair, il faudra attendre une nouvelle proposition de la Commission européenne. Et pour connaître les effets sur la santé de ces nanoparticules, les chercheurs ont encore plusieurs mois, voire plusieurs années de travail. Alors, Daniel Lanquetis, pour démarrer, qu'est-ce qui vous inquiète, vous, dans les nanoparticules dans l'alimentation ? D'une part, il y en a dans l'alimentation pour varier la couleur, soit faire très blanc, soit mélanger à des pigments. C'est pas forcément intentionnellement à la taille nano, puisqu'en fait, le dioxyde de titane, lorsqu'il est blanc, peut être au-delà des 100 nanomètres, qui est la limite où il faudrait étiqueter. Donc les collègues toxicologues ont mesuré s'il y a des nanoparticules de façon non intentionnelle. Et du coup, la question c'est aussi l'utilité, parce que si c'est pour faire varier des colorations d'aliments, le consommateur est un petit peu complice, puisque c'est une question de marketing et d'appétence ou de plaisir. Quand on parle de nano, Sophie, on peut avoir un ordre de grandeur qui serait imagé et qui, pour nous, pourrait visualiser. Ah ben, là, c'est très imagé. Vous allez voir, donc vous avez une orange, la Terre, et on a à peu près le même ratio entre un nanomètre et une orange. Donc, effectivement, c'est quand même, l'image est assez parlante. Et donc, c'est le fait que ce soit infiniment petit, ça devient tellement petit que ça franchit toutes les barrières de l'organisme. Non, ça ne franchit pas quand même toutes les barrières de l'organisme. Il reste des barrières. Il reste des barrières, heureusement, et on a des systèmes de protection qui permettent de les éliminer pour la plus grande partie. Tout à l'heure, Marie Carrière évoquait que ça pouvait être de l'ordre du %, peut-être moins. On ne sait pas vraiment chez l'homme combien passe réellement et ceux qui franchissent réellement ces barrières. Il y a des études faites sur les animaux déjà, et on se rend compte c'est quoi? C'est 95% qui se retrouvent dans les selles, mais il y a 5%, on ne sait pas très bien ce que ça devient. C'est plutôt moins que ça. Hein, c'est encore moins que ça. C'est moins que ça. Hein, et il n'y a pas tant que ça d'études chez les animaux. Les études qui ont été le mieux faites, on va le dire, c'est celles par inhalation. Parce que là, on s'est surtout posé cette question des nanoparticules dans l'atmosphère. Hein. Et donc là, on sait qu'il y a des possibilités de passage au niveau du poumon. Par contre, c'est beaucoup plus récent qu'on se soit préoccupé des nanoparticules dans l'alimentation, puisque lors du débat national, l'industrie agroalimentaire disait on n'utilise pas de nanoparticules. Je l'ai entendu, on n'utilise pas de nanoparticules. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Alors qu'ils les utilisent, et qu'on en trouve dans quoi, par exemple? Oui, mais justement, je voulais rebondir là-dessus. C'est justement ce que nous avons envoyé en fait 100 lettres à des entreprises agroalimentaires de grosse taille, avec chaque fois donc ce courrier type, utilisez-vous des nanoparticules, que ce soit sous la forme d'additifs ou d'émulsifs, de différentes choses. Déjà sur les 175, ne nous ont pas répondu. Toutes les plus grandes entreprises de l'agroalimentaire. On a pris les plus grosses, et les 25 qui nous ont répondu, 25 sur 26 nous disent non, nous n'utilisons pas de nanoparticules. Mais résultat, il y en a où? On les retrouve dans quel type d'aliments? Alors, donc, justement, le problème, ce sont notamment les additifs comme le dioxyde de titane. Mais les additifs, il y en a partout, dans tout ce qui est transformé. Voilà, mais on ne sait pas justement s'ils sont sous forme, notamment celui-ci, nano ou micro, plus gros, mais comme on ne le sait pas, il était question que ça soit étiqueté.
Bon, il y a beaucoup de discussions au niveau de la Commission européenne. Donc pour l'instant, en tout cas, le consommateur n'a absolument pas accès à cette information. Ça, on y reviendra, mais Oui. on soupçonne qu'il y en a où? Dans quel Alors, type d'aliments? Notamment, donc c'est les confiseries. Donc justement, le dioxyde de titane fait une enveloppe, une coloration blanche un peu brillante qui est appétissante, notamment les confiseries. Et il y en a aussi. Là, c'est marqué, E171, voilà. c'est écrit clairement. Voilà, on voit par exemple, je crois, j'en ai vu, oui, dans certains, dans c'est beaucoup les confiseries, dans les beaucoup chewing-gums, de chewing-gum, surtout le chewing-gum, hein, chewing-gum sous forme dragéifiée. Voilà. Les yaourts, il peut y en avoir? Les yaourts, il semblerait que non. Non, il y a eu une précision de la part Ouais. de Danone, mais l'information basique, c'est quand c'est blanc, c'est pas nano. Or, il y a une fraction qui peut être nanométrique, et aujourd'hui, tous les fabricants d'agroalimentaire qui savent ou qui ont pu mesurer doivent avoir déclaré au registre Air Nano s'ils en utilisent. Donc aujourd'hui, il y a un registre de déclaration, mais ce n'est pas encore consultable comme un catalogue de produits finis. Donc il y a un effort de traçabilité. C'est ça, Gérard, on le déclare, mais on ne l'affiche pas. Voilà, c'est depuis les décrets qui ont été faits dans la grande réforme de l'écologie, le code de l'environnement, on a décidé qu'il fallait que toute entreprise qui utilisait des nanoparticules le déclare à l'Agence nationale de sécurité alimentaire. Donc c'est listé, et on vient d'avoir l'étude qui a fait, au vu de cela, lancé, comme on dit, l'Agence nationale, qui est extraordinaire parce qu'elle se termine par les mots « Les expertises qui ont été faites sont contradictoires, ce qui fait que nous ne pouvons pas dire s'il y a un problème toxique ou non. » Et donc avec ça, nous sommes informés. Et il y en a dans les aliments, Fabien, et dans les emballages. On a au niveau de l'alimentation, il y a les deux catégories. Il paraîtrait même que c'est là où il y en a le plus. Dans les emballages en contact avec les aliments. Mais on nous dit aussi que c'est au titre d'antibactérien, donc ça serait plutôt positif. Vrai. Alors effectivement, dans les emballages, on a utilisé du nano-argent. Hein, mais aussi sans doute du E171, peut-être, enfin c'est plus difficile de le savoir, mais en tout cas du nano-argent, ça a été utilisé. Alors est-ce que ça l'est toujours? C'est très difficile de savoir puisqu'il n'y a pas d'étiquetage, il n'y a pas d'obligation. Et ça veut dire qu'il faut examiner chaque produit pour il le savoir. faudrait, oui, et puis surtout savoir exactement si ça correspond bien, effectivement, c'est à une nano. Mais le E171, vous le citez tout le temps, c'est quoi exactement et pourquoi est-ce qu'il revient, Daniel Anquin? Alors, c'est du dioxyde de titane et il revient parce qu'au départ, il est dans des cosmétiques par rapport à ses effets anti-ultraviolets, donc pour protéger la peau des coups de soleil. Et les cosmétiques doivent étiqueter pour comment savoir sur les cosmétiques. Il y en a aussi dans les filtres solaires. La difficulté pour des citoyens qui ne font pas de la bibliographie scientifique, c'est qu'à un moment on vous dit c'est magique, ça protège. Et à un autre moment, pour une autre application, on vous dit ça traverse. Quand on le mange, ça traverse. On a du mal. C'est-à-dire qu'entre la salive et le tube digestif, vous avez des variations d'acidité qui font qu'il y a des moments, c'est différent. Donc il y a une logique. Mais surtout, il y en a effectivement dans des emballages. Et il y a des études qu'on appelle d'alimentarité, c'est-à-dire savoir si ce qu'on a mis pour une fonction bénéfique dans l'emballage, limiter les ultraviolets, ça a un effet de conservation. Donc il y a des études pour savoir si, après une longue conservation, ça peut avoir un effet négatif. Mais tout ça, c'est pas encore suffisamment clarifié pour qu'on puisse mettre une étiquette qui nous renseigne vraiment. C'est-à-dire, il y a des nanos, ok, mais c'est positif pour qui, quand. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est sous forme de poudre, où il y a plus de risques. Donc, pendant que c'est fabriqué, c'est pas forcément le consommateur final qui va être exposé à une poudre. Justement, vous dites qu'il y en a surtout, beaucoup dans les bonbons et les confiseries. Attendez, le sucre, la farine, le cacao, ça ne sont pas les mêmes. Ce sont des produits qui touchent quand même particulièrement les enfants. Oui. Qui ont donc un organisme qui n'est pas, évidemment, par définition développé comme le nôtre. Est-ce que c'est encore plus dangereux, du coup? On a calculé que les enfants, en particulier les enfants américains qui avalent beaucoup de ces bonbons, eh bien, ils pouvaient avoir des concentrations, ingérer des quantités de nanoparticules jusqu'à 1 à 2 mg par kilo.
Alors vous voyez ce que ça veut Non, dire. mais quelles par conséquences jour. Quelles Par conséquences, jour. ouais. Alors, c'est pour pas de conséquences évidentes, bien évidemment, parce que ça passe certainement essentiellement dans les selles, mais cette ça toute peut être petite stocké dans fraction, le foie, voilà. dans les reins. C'est ça le problème, c'est que cette toute petite fraction qui risque de passer, qu'on observe passant chez l'animal, eh bien, on peut imaginer que ça passe aussi chez les enfants et chez les adultes de la même façon d'ailleurs, et que surtout pour une exposition très longue, à terme, ça peut avoir des conséquences. D'où le désir qu'ont les scientifiques du domaine que ça soit réglementé de façon plus stricte et qu'on fasse de réelles évaluations, pour les enfants, bénéfices ou et risques. Pour les femmes enceintes aussi, on a une question. Je suis enceinte, est-ce que c'est dangereux de consommer des produits comme ça? C'est une période où on est plus sujette à la gourmandise. Alors, en plus. dans un des projets de recherche européens auxquels j'étais associée, on a étudié le passage de la barrière placentaire. C'était aussi dans des conditions de laboratoire, donc des placentas humains isolés. Donc, et il semble quand même qu'il y avait très peu de passages. On n'a pas pu observer vraiment cela. Donc il ne faut pas non plus dire à toutes les femmes enceintes, il faut paniquer, ne prenez plus de sucre en poudre, plus de chocolat en poudre. Non, il ne faut pas exagérer non plus. On n'a pas de preuve de cela. Mais il faut toujours faire des analyses de bénéfices et de risques. Alors, peut-être que les crèmes solaires anti-UV sont bénéfiques, sûrement même, parce que le mélanome, c'est quand même essentiellement associé à l'exposition aux UV. Donc ça, c'est bien. Par contre, est-ce que c'est absolument nécessaire de mettre des nanoparticules d'oxyde de titane dans des bonbons? Alors, sûrement pas. Je reviens sur l'étiquetage. Donc au jour d'aujourd'hui, on est sur du E171. Il n'y a pas marqué nano particules à aucun moment. Ça devait être fait en décembre, non? Oui, c'est ça. C'est que la Commission... Enfin non, ça ne devait pas être fait. La Commission européenne, dans le cadre de l'étiquetage pour le consommateur, prévoyait d'étiqueter nano, mais pas pour les additifs, parce que ces additifs potentiellement utilisés sous forme nano sont utilisés depuis très longtemps. Donc en fait, ils disaient bah non, le consommateur va rien y comprendre, donc on va pas les étiqueter. Là les étiquettes, on voit E171. Mais finalement, le Parlement européen, c'est un peu compliqué. Enfin bon, lui a donc toujours un peu compliqué. Donc a contesté justement ce projet de loi, et c'est de nouveau en discussion. Donc ça va revenir sur la table. Voilà, ça va revenir sur la table de façon imminente, il me semble. Mais l'Europe marche à reculons parce qu'il y a eu une consultation pour dupliquer le registre Air Nano qui se fait en France et dans quelques autres pays avec des formes différentes, pour le transposer au niveau européen. Et pour l'instant, il y a eu un refus. Donc il y a bien des pressions pour que la transparence ne soit pas encore à l'ordre du jour. Il paraît qu'il y en a dans le dentifrice aussi, c'est vrai? C'est vrai, oui. C'est vrai, il y en a aussi dans le dentifrice. Il y en a dans certaines pâtes de dentifrice, certaines pâtes de dentifrice. Bon, en tout cas, le principe de l'infiniment petit, il peut offrir aussi des débouchés très intéressants, très positifs, même pour la santé. Un espoir réel, notamment dans le dépistage et dans le traitement de certains cancers. Regardez ce reportage de Vincent Luquez. Et si les nanoparticules révolutionnaient la médecine? Ce biopharmacien est un pionnier. Il travaille depuis près de 40 ans sur ce qu'on appelle les nanomédicaments. C'est quoi un nanomédicament? Eh bien, vous le voyez, c'est d'abord un principe actif, c'est-à-dire la molécule qui va guérir, qui va être encapsulée, vous le voyez ici, dans ce nanovecteur. Et toute cette chimie de surface va précisément avoir comme fonctionnalité de pouvoir adresser sélectivement l'ensemble de ce nanomédicament vers la tumeur, vers le tissu infecté. En d'autres termes, la chimiothérapie classique cède la place à de véritables missiles à tête chercheuse qui ciblent la tumeur grâce à des capteurs. Conséquence, on peut réduire drastiquement la dose utilisée et le patient souffre beaucoup moins d'effets secondaires. La plupart des nanomédicaments ont ceci de très avantageux, c'est qu'ils réduisent la toxicité du principe actif simplement parce qu'ils vont limiter la concentration de ce principe actif au niveau de la cible thérapeutique et éviter encore une fois l'imprégnation des tissus, des organes qui ne sont absolument pas concernés par l'activité thérapeutique. Aujourd'hui, près d'une dizaine de nanomédicaments sont déjà sur le marché. Certains servent aussi à améliorer les diagnostics. En y ajoutant des nanoparticules métalliques, on peut les repérer par IRM. Leur comportement dans l'organisme sera perturbé s'ils rencontrent un cancer. Par exemple, vous avez les particules d'oxyde de fer, on les injecte par voie intraveineuse,
elles sont captées par le tissu hépatique. Et si vous avez des métastases ou une tumeur primaire du foie, eh bien ces particules ne seront pas captées là où il y a des métastases. Et donc on pourra voir en imagerie qu'il y a la présence de cellules tumorales, qu'il y a la présence de microfoyers cancéreux, et faire donc par conséquent un diagnostic précoce de la maladie cancéreuse, et donc avec beaucoup plus de chances de guérison ultérieurement. Autre laboratoire, autre révolution. Ce chercheur a collaboré avec une équipe de l'Institut Charles Sadron pour mettre au point un assemblage de nanomachines artificielles. L'objectif, c'est de reproduire le fonctionnement d'un muscle humain. La première étape, c'est de créer une nanomachine, c'est-à-dire une molécule infiniment petite, capable de réaliser un mouvement contrôlé. Cette nanomachine est constituée de 2 anneaux, donc c'est de la matière organique, fixés sur des parties rigides, et ces 2 anneaux ont la possibilité de pouvoir coulisser le long de ces parties rigides, et sous l'effet d'une variation de l'acidité, ces anneaux vont choisir cette station-là ou cette station-là, et induire une contraction de la molécule, tout comme dans les fibres musculaires. La deuxième étape, c'est d'assembler des milliers de ces nanomachines et de les faire se contracter de façon parfaitement synchrone. Et ça, c'est une première mondiale. En s'associant, ces nanomachines sont capables d'amplifier et de reproduire le mouvement nanométrique, donc à l'échelle de toute l'association, donc de toute la chaîne représentée ici, et d'obtenir des mouvements simultanés de milliers de nanomachines, donc qui correspondent à une contraction, une extension. Cette chaîne de nanomachines agit donc comme des fibres musculaires. Le défi des chercheurs, c'est de réaliser des assemblages de plus en plus grands et d'imaginer pour le futur toutes sortes d'applications. On peut imaginer des robots qui ont des muscles en polymère ou en caoutchouc qui sont capables de se contracter, de s'étendre sous l'effet de changement des conditions de l'environnement. Loin des polémiques sur l'alimentation, ces nanoparticules-là aussi sont prêtes à envahir notre quotidien, a priori pour le meilleur. Voilà Francine Marano, là on a pris quelques exemples, on voit quand même qu'il peut y avoir en médecine et notamment en cancérologie une application vraiment géniale, on peut le dire, ça serait une avancée formidable. On pourra même peut-être soigner des plaies avec les nanos demain, mais on voit que du coup le principe qui est vraiment positif en médecine est dangereux dans l'alimentation. C'est un peu le même principe, l'infiniment petit qui pénètre. Oui, c'est vrai, et c'est intéressant en médecine parce que justement ça peut franchir les barrières. Donc, si on cible, comme ça a été expliqué, si on cible les cellules qu'il faut détruire, si vous voulez, là, donc on va directement délivrer les produits toxiques au cœur de la cellule, c'est formidable ça. Pour quand on sait à quel point les chimiothérapies sont très dévastatrices, hein, donc on voit bien tout l'intérêt. Mais par contre, il y a des utilisations des nanoparticules qui ne sont pas justifiées. Par exemple, le fait de mettre du nano-argent dans des chaussettes pour éviter qu'elles sentent mauvais, bon, je ne sais pas. Oui, mais vous en retrouvez dans l'environnement ensuite, hein, parce que vous les lavez. L'exemple des textiles montre très bien que quelque chose qui est une solution à un moment, si tout le monde le fait à l'insu de son plein gré, au même moment, ça devient un problème. Et le nano-argent dans les textiles, ça ne résiste pas beaucoup au lavage. Comme c'est un antibactérien, on pronostique que si tout le monde s'en sert sans le savoir, on va avoir des perturbations dans les stations d'épuration où on compte sur des bactéries épuratrices. Donc, cette responsabilité des entreprises, qu'on appelle, nous, c'est d'être capable de donner de l'information pour savoir si ce qui était une solution à un moment va devenir un problème. Et nous, on appelle ça de la géovigilance, pour être capable d'agréger les statistiques de vente et de pouvoir interpeller d'autres acteurs pour passer le relais. Pour les salariés qui manipulent toute la journée des nanoparticules, est-ce qu'il y a des précautions particulières? Oui. Parce qu'en fait, il y a eu très très tôt un pronostic comme quoi, par exemple, les nanotubes de carbone avaient les mêmes dimensions que les fibres d'amiante. Or, les personnes qui ont pris des précautions un peu tardives, c'est vrai, pour se protéger de particules ultra fines, au niveau des labos ou des industries, ces précautions sont de plus en plus prises. Donc, c'est qu'il y a une conscience du problème. Ou du moins de l'incertitude, et que face à l'incertitude, c'est le principe de précaution. Et le bio, quand on mange bio, est-ce qu'on est absolument à l'abri de tout ça? Non, parce qu'il n'y a pas d'étiquetage et du coup, il y a une volonté pour certains labels de vouloir exclure de labels bio
ceux qui auraient des nanoparticules inférieures à 100 nanomètres rajoutés intentionnellement, mais il y a eu des erreurs et des embrouilles parce que... Patricia, vous n'avez pas l'air d'accord. Non, enfin, il me semble, je m'arrêterai, que dans le bio, il y a quand même un certain nombre d'additifs comme le E171 ou E550 qui ne sont pas autorisés dans le bio. Mais effectivement, on n'est pas non plus à l'abri. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, c'est le flou un petit peu sur les autres types d'additifs. Alors justement, quand c'est le flou, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils? Est-ce qu'il y a quand même des restrictions alimentaires à appliquer dès maintenant ou des choses sur lesquelles il faut se limiter? Est-ce que vous faites attention, par exemple, à votre consommation de certains produits? Oui, bien sûr. Et j'évite que mes petits-enfants donc mâchent des chewing-gums en dragée. Je trouve que ça ne leur apporte rien du tout. Ou des bonbons dragéifiés. Vous y revenez souvent avec ces chewing-gums? C'est vraiment un problème? Moi, j'en mâche à longueur de journée. Si, vous me donnerez les marques. Si vous considérez... Et il en offre même autour de lui. Donc, c'est la plupart des marques. Ils demandent ça bien. Oui, effectivement, ces chewing-gums dragéifiés. Même sans sucre? C'est pas le sucre là qui joue, c'est le fait d'avoir cette petite pellicule craquante là que vous trouvez bien agréable. Ça c'est bon. Il y a quand même aussi des médicaments qui sont pelliculés comme ça, qui sont des dragées. Certainement aussi que certains médicaments peuvent, ça n'est pas indiqué, mais peuvent avoir cela dans l'enrobage, comme en fait, adjuvant. Il y a une question de hiérarchie, c'est-à-dire que quelqu'un qui va prendre un médicament pour soigner une pathologie grave, le fait d'avoir quelques particules de nanotitane, c'est peut-être pas déterminant. Et je pense que nous, on essaye, par l'information qu'on fait auprès de tous les acteurs, de s'entraîner à cette hiérarchie. Et il y a des choses qui sont des choses passives par rapport à la nourriture, mais notre pratique à nous, elle est déterminante aussi. Et si c'est pas étiqueté, ça nous encourage pas. Ceci dit, on a quand même, avec notre caddie, des pratiques pour éviter des choses qui nous paraissent pas sympathiques. Souvent, on rajoute de l'inutile. Et moi, personnellement, je dis qu'il y a aussi un risque. On a des choses, des emballages qui nous permettent d'avoir des choses sanitaires, mais sur des circuits longs. Or, rajouter la chaîne de conservation, certains disent stop, on revient à des circuits courts. Des circuits courts, des produits bruts que l'on fait nous-mêmes. C'est une réponse à une organisation logistique d'une chaîne de supermarchés. On peut comprendre qu'ils cherchent cette solution. L'autre chose, c'est est-ce qu'on veut continuer à avoir cette vie plus artificielle. Oui, parce que en fait, ces produits qui permettent la consommation, ces nanoparticules sur les emballages qui permettent la consommation, ça veut dire pour l'industrie agroalimentaire de les conserver beaucoup plus longtemps, donc de les vendre beaucoup plus longtemps. C'est sûr qu'on aura l'occasion certainement d'en reparler dans cette émission, à mon avis, du E171 et de tous ces petits copains. En attendant, voici quelques petits conseils.